Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Michel Tine, directeur régional d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Monsieur Tine, merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité, c'est la Gambie. Tout le monde en parle. Yaya Jammeh, dans un premier temps, avait reconnu sa défaite avant de faire un revirement à 180 degrés en disant qu'il n'accepte pas les résultats, qu'il les rejette. Quelle analyse faites-vous de cette attitude de Yaya Jammeh? Vous avez parfaitement raison. D'abord, il faut dire le climat dans lequel les meetings se sont passés pendant la campagne électorale. Vraiment où il y a eu vraiment l'explosion des libertés fondamentales, liberté d'expression, d'association, de critique. Donc ça s'est passé vraiment dans un climat démocratique qui a surpris pratiquement tout le monde. Par la suite, il y a eu les résultats avec quand même un président de la commission électorale indépendante d'une grande intégrité morale, il faut bien le reconnaître, très courageux aussi, il faut bien le reconnaître, diplomatique aussi pour convaincre Yaya Jammeh que vraiment qu'il avait perdu les élections de 18 000 voix. Il l'a accepté. Ça a été une surprise globale, je dirais même planétaire, une joie extraordinaire parce que personne ne s'attendait à ce que Yaya Jammeh puisse accepter les résultats. Et malheureusement, une semaine après, vraiment, ça n'a pas duré et Yaya Jammeh a rejeté les résultats. Et de ce point de vue, d'abord, il est vraiment en contradiction avec d'abord les traités sous-régionaux, notamment le protocole de la CEDEAO sur la gouvernance et la démocratie, et ce qu'on appelle les convergences constitutionnelles, relatives d'ailleurs à l'exercice du pouvoir, au pouvoir par des voies démocratiques. Notamment, je cite vraiment un des articles, qui sont des articles fondamentaux, qui dit « Tout changement anticonstitutionnel est interdit. De même, tout mode d'accès ou de conservation au pouvoir. » Donc, de manière anticonstitutionnelle. Ça, c'est très important, c'est dit de façon très claire. Et je pense que de ce point de vue, la seule attitude aujourd'hui que doit avoir Yaya Jammeh est de respecter les textes de la CEDEAO et de respecter également les textes internationaux en matière de droits humains, de respecter sa constitution, mais tout simplement, en tant qu'autorité, de respecter sa parole. Je peux ajouter même, en tant que musulman, parce que c'est quelqu'un tout de même par la représentation de soi, c'est des habits blancs, son Coran, son chapelet. Quand tu es musulman croyant, tu dois savoir que seul le pouvoir de Dieu est éternel. Avec le revirement de Yaya Jammeh, beaucoup accusent les ONG, les droits de l'homme, d'avoir agité le chiffon rouge de la CPI, la Cour pénale internationale, ce qui a fait que Yaya Jammeh, quelque part, est revenu sur ces déclarations, d'après certains. Écoutez, ça, ce sont des thèses qui sont parties. Personnellement, on m'a cité, donc oui, je suis personnellement interpellé par cela. Je n'ai jamais parlé de la CPI. Je n'ai jamais agité de la CPI et je mets quiconque vraiment de sortir des cassettes ou des déclarations de Alioune Tine parlant de la CPI. Parce que je sais ce que c'est que la CPI, je sais quand la CPI est compétente, quand même, il est extrêmement difficile de prouver aujourd'hui que Yaya Jammeh a commis des crimes de guerre. Pas la guerre. Les crimes contre l'humanité, c'est très difficile à prouver, a fortiori maintenant le génocide. C'est effectivement pour ces trois crimes que la CPI est compétente. Ce que nous avons dit, et c'est clair, après les élections, il faudra faire l'état des lieux sur tous les plans, surtout après 12 ans de pouvoir. C'est bien de faire l'état des lieux sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan des droits humains pour en tirer toutes les conséquences, pour approfondir la démocratie, pour améliorer la démocratie. Parce que tout de même, il y a eu un changement de paradigme avec ces élections, avec cette campagne électorale, il y a eu un changement de paradigme. Avec également l'acceptation des résultats, il y a eu un changement de paradigme. Changement de paradigme aussi avec la libération
de Ousseynou Darbo et 11 de ses compagnons. Il y a d'autres qui sont en prison encore aujourd'hui, qui sont effectivement des journalistes, des dissidents politiques, des imams, il y en a 3. D'ailleurs, depuis longtemps, on n'a plus de nouvelles de ces imams. On aimerait effectivement que toutes ces personnes qui sont en prison, pratiquement en détention arbitraire, qu'ils puissent être libérés. Une délégation des chefs d'État de la CEDEAO est partie voir Yaya Jammeh, voir aussi Adama Barrow, le président élu. Apparemment, les choses n'ont pas beaucoup avancé. Ce samedi, il y a une rencontre des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja. Est-ce qu'il faut s'attendre là-bas à une solution par rapport à la situation en Gambie? Vous savez, ça c'est la méthode de la CEDEAO. La méthode de la CEDEAO consiste à épuiser toutes les voies diplomatiques quand il y a des contentieux ou des crises de cette nature. Et je pense que, si vous voulez, les démarches diplomatiques n'ont pas commencé maintenant. Vous savez, il y a eu une résolution de la CEDEAO adoptée ici, en juin dernier, quand le sommet a eu lieu, au moment même où c'est le président Macky Sall qui assurait la présidence de la CEDEAO. Il y avait une résolution demandant à des chefs d'État, avant les élections, de se rendre chez Yaya Jammeh et de dialoguer avec toutes les parties pour qu'on puisse aller vers des élections transparentes et démocratiques. Yaya n'a jamais accepté cette délégation, du moins il n'a pas répondu au courrier. Maintenant, avec la crise, il est évident, s'appuyant sur les mécanismes de prévention des conflits en Afrique, il y a eu quand même les médiateurs pour la CEDEAO, c'est toujours les chefs d'État qui vont pour les médiations. Je pense qu'on se réjouit très profondément que les chefs d'État aient fait ces déplacements. C'est un honneur qui a été fait à Yaya Jammeh, qu'il y ait 5 chefs d'État. Donc quand même le chef d'État qui a perdu les élections au Ghana, John Mahama, qui est parti, qui ont discuté. Je pense que la moindre des choses quand même, c'est d'écouter les recommandations de ces chefs d'État qui, d'après la présidente de la CEDEAO, sont venus pour voir comment organiser la transition, même pas pour discuter des résultats. Donc je pense que le sommet va certainement parler, bien sûr, des résultats et peut-être des conséquences que la CEDEAO va tirer de cette médiation également, si vous voulez, du refus et de l'entêtement de Yaya Jammeh. Oui, sur les refus, nos confrères des refus, Dassouza, le secrétaire de la CEDEAO, a dit aucune option n'est écartée. Il pourrait même y avoir une intervention militaire. Écoutez, nous, à Amnesty International, on ne se prononce pas sur les interventions militaires. Donc c'est la CEDEAO qui s'appuie sur ses propres mécanismes, sur les traités sous-régionaux, pour voir quelle est l'attitude la plus appropriée à adopter par rapport à Yaya Jammeh. Donc ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous en tant qu'organisation de droits de l'homme, c'est d'éviter Yaya Jammeh à quitter le pouvoir, à partir. Ça c'est pour la dignité de la fonction. Franchement, si Yaya Jammeh doit être pour une fois raisonnable, c'est de quitter le pouvoir pour préserver la paix, préserver la sécurité des Gambiens, s'il aime les Gambiens, s'il aime le peuple gambien, et s'il aime la Gambie encore. Je pense que c'est la seule attitude, parce que toute autre attitude, ça aboutit à l'impasse. Et dans l'hypothèse où Yaya Jammeh ferait du dilatoire, refuserait de quitter le pouvoir, parce que souvent le temps joue pour lui, il pourrait rester définitivement en Gambie, continuer à fermer son pays. En ce moment, quelle est la solution? Écoutez, moi, je ne vais pas dans les si. C'est l'hypothèse. Moi, je suis en train de suivre petit à petit. Parce que quand même, le moment est important. Parce que depuis quelque temps, quand même, nous observons sur le plan international, sur le plan régional, un affaiblissement de l'autorité et de la légitimité même des institutions régionales, des institutions internationales, que ce soit les Nations Unies par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit l'Union africaine. Aujourd'hui, il y a un grand débat d'ailleurs pour effectivement la succession de l'Union africaine. C'est intéressant, il y a un débat entre les présidents, mais également au sein de la CEDEAO, il y a beaucoup de crises et il y a une espèce d'impuissance. Je pense que là, il y a un défi, celui de Yaya Jammeh, pour qu'il quitte le pouvoir, qu'il accepte les résultats et qu'il permette
au président élu Adama Barrow vraiment d'exercer le pouvoir, de le faire d'abord par les voies diplomatiques. Ils l'ont fait, c'est une très bonne chose, parce qu'il faut d'abord épuiser les voies diplomatiques. Les autres recours, c'est effectivement au chef d'État de les prendre. En ce qui concerne les organisations de la société civile ici, je sais qu'ils sont en train de se réunir, de discuter et peut-être même de s'organiser pour appuyer un appui, pour apporter vraiment un appui au peuple gambien. Est-ce que l'impuissance de ces organismes sous-régionaux ne peut pas jouer en faveur de Yaya Jammeh aujourd'hui? Je pense que quand même il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la sous-région. Cette intervention d'abord du Sénégal, quand même, le Sénégal a donné de la voix. Il y a eu également le Conseil de sécurité qui a donné de la voix. Nous avons entendu aujourd'hui même le secrétaire général des Nations Unies réagir avec une certaine autorité. Je pense que tout ça, ça renforce peut-être les décisions qui seront prises, qui seront certainement des décisions graduelles, qui ne seront pas bonnes pour Yaya Jammeh, mais qui seront extrêmement difficiles également, certainement aussi pour les populations. Ce qu'on demande, c'est qu'il ne faut pas que les populations gambiennes portent le poids de décisions dont ils ne sont pas responsables. Donc tout ce que nous pouvons demander à Yaya Jammeh, c'est de quitter le pouvoir. Tout ce qu'on peut demander à Yaya Jammeh, c'est d'assurer la sécurité du président de la CENI et de respecter les organes de régulation des élections. Ça aussi, ça se trouve dans le protocole additionnel sur la démocratie et la gouvernance. Est-ce que le camp d'Adama Barrow aussi n'a pas une erreur stratégique? Par lui, Adama Barrow en tant que président élu, on n'a pas entendu le dire, mais dans son camp, certains ont élevé la voix en demandant que Yaya Jammeh soit poursuivi par la justice. Écoutez, moi je ne me prononce pas. Ce sont les Gambiens d'abord qui entament leur propre débat par rapport à la situation, par rapport au contexte, par rapport au régime de Yaya Jammeh qui n'a pas été quand même un régime angélique. Hein. C'est un régime quand même où on a observé de graves violations des droits humains depuis qu'il est là et on continue à les observer. Donc la conséquence à tirer si effectivement il y a un autre gouvernement qui arrive, c'est de faire en sorte que toutes les élections qui vont se passer demain en Gambie, que ça se déroule dans la transparence, que ça se déroule dans la paix, que ça se déroule dans le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Ça c'est important. De deux, de faire en sorte que effectivement que les droits humains qui ont été violés pendant tout le temps soient au centre des préoccupations, comme priorité parmi les priorités vraiment en Gambie. Parce qu'aujourd'hui, à cause des violations de droits humains, il y a combien de jeunes en exil? Il y a combien de jeunes qui affrontent la mer, de jeunes Gambiens, la mer Méditerranée? Et je vous donne une information. Aujourd'hui, le taux d'immigration de la Gambie est de loin supérieur à tous les autres pays de la sous-région. Alors que c'est le plus petit pays pratiquement de la sous-région. Donc ça donne à réfléchir sur la situation actuelle et également sur le désespoir quand même d'une bonne partie de la jeunesse gambienne. 22 ans de gestion de pouvoir, c'est pas seulement Yaya Jammeh, c'est tout un système. Mais avec d'autres gens qui sont derrière lui. Est-ce qu'il y a des garanties qu'on peut leur donner ou que la communauté internationale peut donner à ces gens-là pour éviter qu'ils s'accrochent au pouvoir? Écoutez, comme vous dites le système, je reviens également sur le protocole additionnel et sur l'attitude que doivent avoir également les forces de sécurité et l'armée. C'est très clair. Dans le chapitre 1, on a dit que l'armée est apolitique. Que l'armée est là également pour garantir la paix, la sécurité et également garantir également la sécurité des frontières. Sur le papier, elle est apolitique, mais en réalité, dans la gestion des faits. Mais il faut le rappeler aujourd'hui. Il faut le rappeler. Et l'armée, effectivement, doit obéir également à l'autorité politique qui est élue. Nous sommes dans une phase de transition. En principe, il y a une cogestion jusqu'à ce que le pouvoir soit transmis au président élu. Donc, Yaya ne peut pas prendre de façon délibérée, unilatérale, une position consistant aujourd'hui, par exemple, à dire, bon voilà, je vais saisir la Cour suprême. Une Cour suprême où, effectivement, qui ne fonctionne pas, qui n'a qu'un juge, et il y a 6 autres juges à élire. Comment se fait-il que toi, qui es quand même parti du contentieux, tu vas être parti et en même temps
quand même désigner l'arbitre quand même pour le jeu. Ça pose des problèmes. Mais il a demandé le recomptage des voix en disant qu'il est victime aussi de fraude. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas lui accorder crédit pour recompter les voix si tant est que Barrow aurait gagné aussi de façon claire et nette? Écoutez, Yaya a dit qu'il reconnaissait la victoire. Maintenant, c'est tout simplement vraiment des arguties qu'on nous sort pour dire qu'on va refaire, qu'on va... Non. Ce qui est clair, c'est que lui-même a reconnu la victoire de Barrow. Parce que tout de même, on a eu une... C'est ça le paradoxe, justement, de la dictature de Jammeh. C'est d'avoir injecté une toute petite dose de transparence. Et il s'est fait piéger par cette transparence. Ça veut dire... Et qui change tout, toute la donne aujourd'hui. Et donc, il avait choisi la meilleure solution pour lui, pour les Gambiens et pour la sous-région. Et pratiquement, je dis pour la planète. Parce qu'on se dit, mais tiens, il va dans la dignité. Maintenant, vraiment, cette position qui consiste à se dédire, ça mène à l'impasse. Ça ne mène nulle part. Dans d'autres pays, ça l'isole de plus en plus. Dans d'autres pays comme en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, il y a eu des problèmes qui sont déroulés comme ça. Mais l'intelligence a été mise en place par une commission réconciliation nationale pour permettre aux victimes quand même de pardonner aux bourreaux. Est-ce qu'en Gambie aujourd'hui, cette solution est envisageable? Attends, le jour où Yaya va dire, écoutez, je donne le pouvoir à Adama Barrow. Moi, j'ai écouté une bonne interview de Ousseynou Darbo qui venait de la prison, qui dit, mais il pardonne, ça c'est le passé. J'ai entendu, j'ai eu lui aussi l'interview de Ndiaye, pour dire que tout ça, c'est le passé. Et même, il a dit, mais on pourrait donner quand même des fonctions de médiateur à Yaya Jammeh. Cette solution, elle appartient aux Gambiens. Ça ne nous appartient pas à nous. Ça veut dire que si les gens se réunissent, organisent des assises, disons des assises inclusives, ça veut dire avec tous les Gambiens, quelle que soit leur sensibilité politique, pour dialoguer, pour dire, nous allons essayer de trouver une solution consensuelle, la meilleure pour la paix et la sécurité en Gambie, la meilleure pour la paix et la sécurité dans la sous-région. Mais à partir de ce moment, c'est toute la planète qui va applaudir. Et il me semble que c'est ça la voie de la sagesse aujourd'hui. Et c'est la voie de la sagesse parce que ce serait une solution endogène qui éviterait effectivement le pire. Ça veut dire des sanctions économiques et peut-être même autre chose beaucoup plus grave ou beaucoup plus ferme. Donc aujourd'hui, dialoguer de façon inclusive sur tous les problèmes de la Gambie, y compris sur le sort de Yaya Jammeh pour trouver une solution endogène, serait une bonne solution, mais à condition que Yaya Jammeh quitte le pouvoir, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Tout autre choix est voué à l'échec. Yaya Jammeh, vous le savez bien, qu'il a déclaré que la Gambie est devenue une république islamique. On voit aujourd'hui à travers le monde ce qui se passe avec les djihadistes et tout. Est-ce que c'est une crainte qu'il faut avoir par rapport à ça? Je pense que toutes les menaces doivent être envisagées pour la paix et la sécurité dans la sous-région. Parce qu'effectivement, c'est au moment où il y a des failles dans le système de sécurité, au moment où il y a la brouille, au moment où il y a les guerres, il est évident que c'est en ce moment que Daesh en profite pour s'infiltrer. Mais je pense que Daesh aussi a d'autres chats à fouetter en ce moment, parce que quand même, Daesh est attaqué de toutes parts. Mais je suis d'accord avec vous, il faut toujours être extrêmement vigilant dans la sous-région pour préserver la paix et la sécurité. Est-ce que la situation en Gambie aujourd'hui peut remettre en cause l'accalmie qu'on a connue en Casamance? Parce que c'est un secret de polichinelle. Beaucoup disent que Yaya Jammeh s'appuie un peu sur certains éléments de la rébellion en Casamance pour tenir le Sénégal pratiquement en joue. Je pense que en Casamance, tous les acteurs de la paix, y compris la population casamançaise aujourd'hui, aspirent profondément à la paix. Je pense que les gens n'ont pas l'état d'esprit d'aller à la guerre. Il faut qu'ils restent en dehors, vraiment en dehors de cette question. Il faut effectivement laisser le soin aux Gambiens, comme on dit,
toute sensibilité, tout parti politique, la société civile confondue, à discuter pour trouver des solutions de sortie de crise. Vraiment, le MFDC n'a absolument rien à voir avec la Gambie. C'est vrai que Yaya Jammeh, effectivement, a des accointances avec une sensibilité du MFDC. Tout le monde le sait. Je sais également aussi qu'il avait des velléités de manipuler certaines sensibilités ethniques. Il faut qu'on dépasse ça en Afrique aujourd'hui. Il faut que tout le monde soit conscient que ce continent-là a besoin de paix, de démocratie, de respect des droits humains. C'est fondamental. Il n'y a pas d'autre choix pour nous sortir des situations de crise récurrentes dans lesquelles nous tombons dans la sous-région. Est-ce que vous redoutez ce fameux mois de janvier qui arrive par rapport à la situation, s'il y a continué à s'accrocher au pouvoir en disant qu'il ne part pas? Écoutez, c'est vrai que tout le monde retient son souffle par rapport à ce qui s'est passé depuis que Yaya a fait sa fameuse déclaration pour revenir en arrière. Vous savez, Yaya, c'est un leader qui est un peu hors norme, qui respecte très peu la normalité. Ou bien quand il l'a respecté également, c'est pour une très courte durée. Cela dit, je pense que partout il y a la fermeté, partout il y a la fermeté, et ça c'est bon signe. Et nous avons vu également que dans l'opposition aussi, il y a et la fermeté et la sérénité, c'est une excellente chose. Jusqu'ici, l'opposition n'a pas fait vraiment preuve d'immaturité. Donc il faut qu'il continue à discuter, qu'il continue à être unis. Et puis, elle dit attendre au mois de janvier. Jusqu'à présent, pour elle, Yaya Jammeh reste président de la République jusqu'au mois de janvier où il doit passer le pouvoir. Dans un scénario où il refuserait de passer le pouvoir au mois de janvier. Bon, écoute, quand ça va arriver, on verra. Mais pour le moment, je pense que tout le monde doit se mobiliser, tout le monde, et surtout les amis de Yaya Jammeh, tout le monde doit lui dire que le moment est venu pour lui de quitter le pouvoir dans la dignité. Ça, vraiment, tout le monde doit le lui dire en Afrique. Vraiment, il faut que les gens soient mobilisés. Société civile, société politique, tout ce qui tiennent à la démocratie, tout ce qui tiennent également au respect des droits humains sur le continent. Vraiment, tous doivent dire à Yaya Jammeh le même mot. Là où vous allez, c'est l'impasse. Là où vous allez, c'est l'échec. Là où vous allez également, c'est pour vous amener des problèmes à vous-même, à votre peuple et à la sous-région. Ça n'en vaut pas le coup. Certains ont mis en exergue les accords de défense que Yaya Jammeh a signés avec la Russie. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, là où les Américains disent oui, les Russes ont tendance à dire non. Il se peut qu'il y ait de la divergence par rapport à la gestion de cette crise. Vous savez, ici quand même c'est assez spécifique. C'est pas comme le Moyen-Orient et les situations que l'on vit là-bas, ça ne se pose pas dans les mêmes termes. Et au plan diplomatique aussi. Il y a le contrôle de l'Atlantique. Oui, je dis. C'est le voie de passage du pétrole aussi pour la Russie. Je suis d'accord, mais je dis qu'au plan diplomatique, je pense que la Russie va suivre la communauté internationale, va suivre la communauté africaine et va suivre aussi la CEDEAO. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Et l'isolement de Yaya Jammeh sera total. Et puis, sa stratégie de survie, c'est aussi une stratégie de survie pour son régime. Cette stratégie de survie qui consiste à s'isoler, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Ça peut pas prospérer. Beaucoup de gens ne semblent pas assez optimistes par rapport à la situation en Gambie. Beaucoup de gens sont pessimistes compte tenu des revirements que Yaya Jammeh a eu depuis qu'il a été au pouvoir par rapport à certaines questions. Certains disent qu'écoutez, on risque d'aller dans le mur. Évidemment, c'est normal. Connaissant un tout petit peu son caractère, connaissant tout ce qu'il a fait, ce revirement a pris tout le monde de court. Et puis quand même, résister à 5 chefs d'État qui arrivent, il est évident que tout cela, vraiment, ça n'annonce pas des choses qui prédisposent à l'optimisme béat. Donc, je peux comprendre le pessimisme des gens pendant ce moment, mais bon, il faut que la pression continue et il faut également aussi que le travail diplomatique continue de pair jusqu'au 18 janvier parce que c'est l'ultimatum qui a été donné par la communauté internationale et africaine pour qu'il quitte le pouvoir.
Monsieur Luntine, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous êtes directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous parlions avec vous de la question en Gambie et surtout des pourparlers qui ont démarré avec Yahya Jammeh et de partie de la communauté nationale et aussi de la CEDEAO pour voir quelle sera la suite de la situation en Gambie. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous, qui suivez cette émission avec nous. Merci, au revoir.